Bienvenue à l'édition du soir du journal en français de la Belle Radio et Télévision. Merci d'être avec nous. Voici nos titres. À l'occasion du passage de 2017 à 2018, les chefs d'État africains ont fait leur bilan et surtout des annonces de promesses. Quels sont les attendus de 2018? La réponse dans ce journal. Pourquoi l'énergie électrique demeure en Afrique une équation difficile à résoudre? Enfin, le président Paul Biya du Cameroun a insisté dans son message à la nation sur le sport. Il est 19h30 à Conakry, en Guinée, et 20h30 ici à Libreville, au Gabon. Mesdames et messieurs, bonsoir. 2018 vient à peine de commencer et nous ne pouvons pas ne pas vous souhaiter une très bonne année à tout point de vue. Nous ouvrons ce journal sur un extrait du discours à la nation du président Macky Sall du Sénégal. Dans cet extrait, le président Macky Sall admet que le pays ne pourra s'en sortir qu'avec l'appui de l'école. Le monde est devenu plus complexe et à bien des égards, la compétition encore plus ardue et les risques d'exposition à toutes sortes de tentations encore plus pesants. Il n'y a pas de meilleur viatique que l'éducation et la formation de qualité pour préparer notre jeunesse à dominer l'adversité et baliser la voie de la réussite. C'est l'exemple que nous donne le lycée scientifique d'excellence de Diourbel, dont je suis fier des premières performances, tout comme je suis fier du parcours de deux jeunes compatriotes ingénieurs en aéronautique employés à des postes stratégiques d'une grande firme multinationale que j'ai rencontrée il y a quelques jours. Leur parcours, parmi tant d'autres, témoigne de la fiabilité de notre système éducatif. Si nous continuons nos efforts pour que l'école reste un espace d'émulation et d'apprentissage dans la quête de l'excellence. Dans cet esprit, le gouvernement entamera dès ce mois de janvier une nouvelle phase d'élimination des abris provisoires avec la construction et l'équipement de 6400 salles de classe et 4730 blocs administratifs. Toute sa force donc à l'école, le souligne bien le président Macky Sall, et donc l'école permettra de faire redécoller pratiquement tous les pays africains. En Côte d'Ivoire, le barrage de Soubré, dans le sud-ouest du pays, à 360 km d'Abidjan, et l'éligibilité du pays au Millennium Challenge Corporation constituent les événements économiques majeurs de 2017 et le président Alassane Ouattara l'a bel et bien souligné. La Côte d'Ivoire a augmenté sa puissance électrique avec la mise en service le 2 novembre 2017 par le président Alassane Ouattara du barrage hydroélectrique de Soubré qui va injecter 275 MW supplémentaires sur le réseau électrique ivoirien, faisant passer la puissance installée du pays à environ 2200 MW, soit un accroissement de 804 MW depuis 2011. Ce barrage fait passer de 31 à 40% la part de l'hydraulique dans la fourniture d'électricité du pays, le reste revenant à l'énergie thermique. Avec un taux de couverture en électricité de 53% en 2016, la Côte d'Ivoire entend résorber son déficit énergétique avec une projection de 4000 MW à l'horizon 2020, mais également se positionner comme le leader énergétique régional. Elle exporte déjà 15% de sa production dans la sous-région. Fruit de la coopération sino-ivoirienne et d'un coût de 331 milliards de francs CFA, le barrage de Soubré constitue un atout économique puisqu'il permet une intégration socio-économique avec des activités génératrices de revenus et la mise en place d'infrastructures sociales de base. Outre cet ouvrage structurant l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au Millennium Challenge Corporation, fut aussi un fait marquant du plan de l'économie nationale en 2017. Le Millennium Challenge Corporation est un fonds de développement bilatéral. Son conseil d'administration a déclaré le pays éligible au développement d'un programme compact de plus de 260 milliards de francs CFA en vue de stimuler la croissance économique. Ce programme vient en appui à l'objectif à long terme de diversifier l'économie à travers des investissements dans l'éducation et les transports, car en dépit d'une croissance soutenue de 9% depuis 2012, le taux de pauvreté de 46% demeure élevé.
Voilà, c'était un récit de Mireille Nzoubou. Et retour maintenant ici au Gabon, le président Ali Bongo a annoncé que l'heure est à la matérialisation par des actes de la décennie de la femme. Il a donc décidé que les accouchements au Gabon soient gratuits à partir de 2018. À cela s'ajoute un programme de gratuité des frais d'accouchement sur toute l'étendue du territoire national à compter du premier trimestre 2018. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Cette phrase empruntée à l'un des discours du président Ali Bongo Ondimba lors de son premier mandat, nous la faisons nôtre le temps de cette restitution. En effet, le chef de l'État gabonais, lors de son adresse à la nation le 31 décembre dernier, a une nouvelle fois placé la santé au cœur de son action en rappelant certains préalables. La vitalité d'un pays dépend de la santé de sa population. C'est pourquoi en 2018, nous allons intensifier notre action dans ce secteur qui, pour moi, est également prioritaire. Ali Bongo Ondimba, ou Yaali pour les Gabonais, vient ainsi, par cette annonce, soulager les futures mamans déjà accablées par le poids de « je ne sais pas ce que je ressens, je ne sais pas ce que je vais manger, ni ce que je veux », 9 mois de nausées, de changements corporels et de plusieurs autres émotions dont seule la femme enceinte a le secret. On remercie le président de la République pour avoir pensé aux femmes d'aller accoucher gratuitement, parce que c'est la femme qui donne la vie. Bon, ça peut aider, mais seulement ce qu'on espère qu'il y a des applications de toutes les promesses que le chef de l'État fait. Parce qu'il y a tellement de promesses qu'on fait à la population qu'on ne voit pas sur le terrain la réalisation. Au Gabon, les conditions d'accouchement sont encore assez difficiles. Les maternités du secteur public refusant souvent des femmes faute de place. Dans l'arrière-pays, certaines femmes accouchent à même le sol. Dans les structures privées, l'hymne entonné est à l'accouchement par césarienne pour certainement maximiser le coût. Dans tous les cas, le président gabonais qui a décidé de rehausser l'image de la fille et de la mère à travers un programme ambitieux dénommé Décennie de la femme ne s'est pas arrêté là. Je vous annonce donc la mise en place d'un réseau de cliniques mobiles dans chacune des provinces du Gabon afin de permettre une meilleure couverture sanitaire à l'échelle du pays et l'accès aux soins de base pour les plus démunis. Un réseau qui sera constitué d'une flotte de bus médicalisés disposant de l'équipement nécessaire pour réaliser des soins de base. Voilà qui apportera le sourire aux populations, surtout celles de l'arrière-pays qui parcourent des kilomètres à pied pour allier les centres de santé. Ce point nous a été fait par Laetitia Ngalibika. Au Cameroun, le président Paul Biya a été, lui, plutôt très sportif. L'année 2017 a été un dent de scie pour les équipes camerounaises. Des sacres des Lions football et volley à l'élimination du mondial 2018. Eh bien, Rodney Ovono nous fait le point. À l'instar d'autres aspects de la vie de la nation, l'une des articulations du message du chef de l'État camerounais était le sport. Paul Biya est revenu sur le sacre continental, le 5e des Lions indomptables lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon. D'une CAN à une autre, Biya a salué la victoire à domicile de l'équipe nationale de volley-ball féminin, des victoires qui en appellent bien d'autres. En 2019, comme vous le savez, notre pays accueillera la grande famille du football continental à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la deuxième fois en l'espace de quelques mois que le président de la République réaffirme la détermination du Cameroun à accueillir la plus grande compétition sportive en Afrique. Je n'ai nul doute que comme nos sportifs, nos populations sauront se montrer à la hauteur de l'événement et présenter le meilleur visage du Cameroun. La Coupe d'Afrique des Nations 2019 aura bel et bien lieu et ce sera une grande fête, rassure Biya, et ce malgré les réformes de la Confédération africaine de football en juillet dernier. En effet, la compétition ne se tiendra plus en début d'année, mais entre les mois de juin et juillet, et 24 équipes au lieu de 16 seront présentes. En outre, le président de la Confédération africaine de football, le malgache Ahmad Ahmad, avait émis des doutes sur la capacité du pays à organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Notre pays sera prêt pour cette grande fête de l'amitié. À quelques jours de la première mission d'inspection de la Confédération africaine de football au Cameroun, les préparatifs sont d'autant plus urgents et contraignants que cette compétition est sans précédent.
Ce qui est dit est donc dit. La Belle Radio et Télévision a recueilli quelques-uns des messages des chefs d'État. Vous le savez, les chefs d'État africains, à l'instar de tous leurs homologues à travers le monde entier, ont adressé leurs meilleurs vœux à leur peuple. Et donc, Alex Blériot-Moma revisite ici ce à quoi les Africains devraient s'attendre en 2018. Après les vœux de leurs chefs d'État respectifs, les peuples d'Afrique savent à peu près à quoi s'en tenir en 2018. Au Gabon, les couples démunis ne vont plus stresser pour faire des enfants. Madame sait déjà qu'elle pourra bénéficier de la générosité de l'État avec l'instauration de la gratuité des frais d'accouchement. Par contre, les ministres et autres hauts responsables médiocres peuvent déjà se faire des soucis. Limogeage sans frais et sans délai assuré en cas d'absence ou de mauvais résultats. Au Cameroun, les activistes sécessionnistes n'ont qu'à bien se tenir. Sans trêve ni repos, ils seront traqués et sévèrement punis. Par contre, les acteurs politiques n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes s'ils ratent les prochaines échéances électorales. Paul Biya a confirmé le calendrier électoral dans la présidentielle, sauf qu'il n'a rien dit s'il va lui-même rempiler ou pas. Mais aux amoureux du ballon rond et notamment au président de la CAF, qui semble trouver du plaisir à entretenir le doute sur les capacités de son pays, le président camerounais a rappelé que tout sera prêt pour la CAN 2019. Il faudra donc aller chercher ailleurs les raisons d'un procès en sorcellerie. Des Ivoiriens, eux, ont eu peur au dernier semestre 2017 à cause de multiples bruits de bottes sur fond de chantage. Mais l'État a tenu bon. Afin que cela ne se reproduise pas en 2018, un programme de délestage au sein de la Grande Muette va être déroulé pour une armée plus républicaine et professionnelle. En 2018, les Tchadiens vont voter pour le choix des députés. Le bonus qui a été accordé aux députés depuis 2015, terme normal de leur mandat, devait courir jusqu'en 2019. Mais Idriss Déby a décidé de raccourcir cette échéance. Ce sera donc cette année, mais on le fera sur fond de réformes institutionnelles concertées par le biais d'un forum inclusif dont la pertinence n'est toutefois pas avérée aux yeux de l'opposition. Les Congolais de Brazzaville, eux, savent que plus que jamais, ils vont devoir se serrer la ceinture en 2018. Et très probablement, certains ministres devront faire leur carton et certains ministères disparaître. Le budget de l'État en 2018 est réduit de 7,5% par rapport à 2017. Au Sénégal, enfin, les Casamançais devront définitivement comprendre que ce qui unit est plus fort que ce qui sépare au pays de la Teranga. Une paix sans vainqueur ni vaincu, c'est le moins auquel les Sénégalais vont s'attendre en 2018, mais aussi à l'ouverture d'un dialogue national inclusif pour consolider le processus électoral et la démocratie. C'était les attendus de 2018, un sujet signé Alex Blériot-Moma. Nous allons reprendre un peu le temps, mais en arrière, reculons, pour nous retrouver encore dans cette ambiance de fête, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes le 2 janvier 2018, mais la fête a été belle un peu partout et notre correspondante en Europe nous le dit à travers ce sujet. Voilà, il ne reste plus maintenant qu'à vous souhaiter un joyeux, on va dire, une bonne heureuse année 2018 de la part de toute la diaspora africaine, qu'elle soit au Japon, en France, en Amérique latine ou partout dans le monde. Et ce sera également avec des amis aussi français. Bonjour à tous, je m'appelle Ibrahim Conté, je suis d'origine sénégalaise, je suis infirmier à l'hôpital de Nice. Nous, en tant que soignants, on le passe à l'hôpital. C'est vrai que le métier qu'on a choisi, c'est très difficile car on ne compte pas les dimanches et les jours fériés et on doit répondre à tout moment. Hein. C'est un métier très difficile et très noble aussi. Hein. On est fiers de notre métier car on prend en charge des vies, surtout des personnes les plus vulnérables qui ont besoin d'aide, hein, d'assistance, voilà, sur tous les plans psychologiques, somatiques et social aussi. Donc en tant que soignant, on est content de notre métier. L'année passée, on avait fêté les fêtes de fin d'année à la maison. Bon, cette année, on le fête ici. On n'a pas trop le choix. On aimerait bien le fêter au pays, hein, au Sénégal. Mais en tant qu'immigré, on est là pour bosser. Donc l'année prochaine, voilà, décembre 2018, on souhaiterait le passer au Sénégal. Donc voilà, c'était pour vous présenter comment on va fêter la fin d'année, quoi. Je souhaite
une bonne année 2018 à tout le personnel de Label TV et plein de succès à votre nouvelle chaîne de télévision. Et merci, à bientôt. Donc, on va dire bonne heureuse année à on va dire tous les responsables de Label TV, la chaîne panafricaine. Bonne heureuse année à tous les collègues également. Bonne année. Voilà, bonne année à vous. Bonne année. Et la chaîne Label TV, Label TV, chaîne panafricaine. Ah, bonne année à vous les Africains, bonne année. Bonne année les Africains. Voilà, donc de voilà. bonne santé. De bonne santé. allez, donc bonne heureuse année. Mama Tifal, Label TV Radio. Voilà, merci beaucoup à Mamati Fall qui nous proposait les vœux des personnes qu'elle a bien pu rencontrer là-bas en Europe. Le nouvel an a été l'occasion pour la Mauritanie de remettre son compteur à zéro. Nouvelle monnaie, nouveau drapeau, nouvelles institutions. En tout cas, voici le sujet de Laetitia Ngalibika. Depuis hier, la nouvelle monnaie mauritanienne qui perd 1-0 par rapport à l'ancienne est entrée en circulation. 10 ouguiyas deviennent 1 ouguiya, une dévaluation qui permettra, selon le président Mohamed Ould Abdelaziz, à l'État mauritanien de reprendre sa place dans les transactions financières. Cette mesure va protéger également le pouvoir d'achat du citoyen mauritanien et réduire la quantité de la monnaie en circulation. Les anciens billets et pièces seront retirés selon un calendrier établi par la Banque centrale de Mauritanie d'ici le mois de juin. L'objectif étant à terme de protéger la nouvelle monnaie contre la falsification, mais pas seulement, puisque l'État mauritanien a décidé de se tourner résolument vers le neuf. Avant la nouvelle monnaie donc, il y a eu le nouveau drapeau, puis le nouvel hymne, joué le 28 novembre, date marquant l'anniversaire de son indépendance acquise le 28 novembre 1960. Les paroles du nouvel hymne ont été écrites par une commission de poètes choisis essentiellement par les autorités pour insuffler plus d'enthousiasme en faveur de la défense et de l'amour de la patrie. Ces changements symboliques font partie des mesures approuvées en août lors du référendum controversé boycotté par une frange de l'opposition et dont les décisions ont été finalement adoptées par l'Assemblée nationale en La Mauritanie démarre donc à zéro avec une nouvelle monnaie, un nouveau drapeau, en tout cas de nouvelles institutions. Et petit à petit, nous allons glisser vers les réalités. Nous ne sommes qu'au 2 janvier 2018, mais des réalités parfois dures se présentent à nous. À quand la fin des délestages en matière d'électricité? C'est une question difficile et délicate dans la mesure où l'électricité reste inaccessible pour quasiment 2/3 de la population en Afrique, soit 600 millions de personnes. Aziz Adewale Tchandi. La question de l'accès à l'énergie en Afrique est plus que pressante. Ce sont les 2/3 de la population africaine qui sont privés d'électricité. Il s'agit de plus de 600 millions de personnes. C'est l'une des causes du mal-être des Africains. Il faut investir 30 000 milliards de francs CFA par an sur 10 ans pour espérer réduire, voire remédier totalement à ce déficit. Le premier défi est donc financier. Un gros défi financier auquel s'ajoute l'exigence de la protection du climat à travers l'énergie verte. Le deuxième défi, c'est le recours à l'énergie qui ne détruit pas la nature, à l'opposé de l'énergie fossile. L'Afrique a des atouts et des ressources naturelles. Le soleil, les cours d'eau et d'autres sources d'énergie telles que la biomasse et la géothermie. Mais il faut disposer d'équipements technologiques de pointe pour transformer ces ressources. La troisième difficulté réside dans l'insuffisance de volonté politique ou parfois d'absence carrément de politique incitative. Il n'est pas rare de constater que les innombrables délestages subis dans les pays africains trouvent leur origine dans la pénurie et l'obsolescence des outils de production et de distribution. Un ensemble rendu encore plus inopérant par les contrats déséquilibrés d'affermage signés entre les États et les compagnies d'exploitation voraces appartenant aux anciennes puissances colonisatrices. Il va falloir donc se battre contre certaines réalités et nous espérons qu'en 2018, plusieurs localités en Afrique pourront être électrifiées.
Direction maintenant Kampala en Ouganda où l'on parle de réinsertion des détenus. La prison de Kampala en Ouganda lance un vaste projet de préparation à la réinsertion sociale des détenus, un projet qui contient plusieurs volets à but éducatif. Un sujet de Nathalie Oke-Ela. Afin de redorer l'image des prisons en Afrique, des politiques de réhabilitation des univers carcéraux sont désormais une priorité. Présentement, le gouvernement de Kampala, en Ouganda, vient de mettre un programme vaste en vue de préparer les détenus après leur séjour carcéral. Ce programme inclut la pratique du sport, la formation dans les métiers de l'agriculture, sans oublier les aspects sanitaires. Ailleurs également sur le continent, d'autres projets ambitieux font l'objet d'attention de la part des autorités. Grâce à la signature de conventions avec des partenaires au développement tels que le PNUD, le CICR, l'UNESCO et les ONG locales basées dans les grandes capitales africaines. À Kampala, en Ouganda, le programme a démarré. Celui-ci vise à conscientiser, mais aussi à rendre la réinsertion sociale du détenu allégée. Une fois le détenu sorti, ce programme va se poursuivre avec, à terme, l'aider à s'autonomiser et reprendre une vie normale. Nous allons parler un peu ce soir de Facebook. Facebook est un réseau social qui a décidé de changer sa façon de vendre la publicité. Le réseau social fondé par Mark Zuckerberg va dès 2018 déclarer ses revenus publicitaires localement sur le territoire où la publicité a été vendue. Emmanuel Ntougou. Jusque-là, les revenus publicitaires de Facebook étaient déclarés à son siège international en Irlande. La décision de Facebook fait suite à une vague de pression imprimée par plusieurs gouvernements européens pour que le réseau social commence à payer des taxes à valeur ajoutée sur ses services payants dans les pays où ceux-ci sont commercialisés. Néanmoins, cette mesure ne bénéficiera pas immédiatement à tous les pays où Facebook vend de la publicité. Le réseau social basé à Menlo Park a déclaré que ses revenus ne pourraient être déclarés localement que dans les pays où Facebook a installé un bureau. Toutefois, le réseau social pense pouvoir rendre sa nouvelle décision applicable partout dans le monde au terme du premier semestre 2019, un peu plus d'1 an donc. Et les pays africains pourront peut-être taxer la publicité de Facebook. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, à travers ses agences, a décidé de passer ses messages à partir de la musique. Donc, en s'appuyant sur les artistes, il va falloir donc utiliser la musique comme le fait l'ONU pour sensibiliser les populations à travers le monde. C'est un sujet qui a été relevé par Laetitia Ngalibika. 2017 a été marqué par plusieurs engagements de personnes pour des causes bien précises. C'est ainsi que pour communiquer les idées et messages de l'ONU à travers le globe, l'organisation s'est souvent appuyée sur des artistes et musiciens qui ont mis leur renommée et autres talents à son service. L'UNICEF a emprunté la voix de Toya Delazi, par exemple, l'artiste sud-africaine dont le timbre arc-en-ciel a porté le message sur l'autonomisation des filles et des femmes en Afrique. Tout cela dans la chanson Kula Kula, qui signifie en zoulou « croire ou grandir ». Inamoudja, la chanteuse malienne engagée contre l'excision parce que victime de cette pratique néfaste, a prêté sa voix au lancement de Spotlight, un projet conjoint de l'Union européenne et de l'ONU qui vise à éliminer toutes les formes de violence à l'égard des filles et des femmes. Sa chanson Water, par exemple, nous parle du difficile trajet qu'empruntent des milliers de jeunes filles au quotidien pour aller chercher de l'eau. Salif Keïta, son compatriote, un baobab de la musique africaine, véritable voix d'or, a choisi de chanter sa différence. Lui qui lutte contre les préjugés sur l'albinisme rappelle bien souvent que différent n'est pas forcément bizarre.
La MINSUTA, mission de stabilisation de l'ONU en Haïti, a formé 10 artistes pour chanter la paix, dont le titre « On choisit la paix » du collectif Voix d'Haïti pour la paix. La chanson pour toucher le maximum de personnes. L'ONU, à travers ses agences, montre que rien n'est laissé au hasard et que les artistes sont de véritables courroies de transmission. Voilà, pour sensibiliser, pour galvaniser des équipes de football, pour revendiquer, pour déclarer sa flamme, eh bien, l'on a recours à la musique et il n'y a pas meilleur vecteur. Maintenant, nous allons nous retrouver en dehors du continent africain, véritablement, pour voir qu'est-ce qui se passe dans certains de ces pays, avec notre rubrique Le Monde en bref, animée ce soir par Rodney Ovono. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a martelé dans son discours de fin d'année sa détermination à développer l'arsenal nucléaire de son pays. Le principal adversaire de Washington a, au mois de septembre dernier, effectué son 6e test nucléaire. Il a précisé dans son discours également que Washington est à la portée des armes nucléaires de Pyongyang, affirmant au passage que son pays est devenu une puissance nucléaire à part entière. Passons maintenant au basculement à l'année 2018 qui s'est fait malgré le froid glacial en présence de dizaines de milliers de personnes en France sous l'Arc de Triomphe. La mobilisation a été totale. À Londres, c'est au son de la grande horloge Big Ben que les Anglais ont fait leur décompte. Le spectacle a eu lieu près de la célèbre Grande Roue. En Allemagne aussi, un feu d'artifice a habillé la nuit. Du côté de Madrid, en Espagne, la veillée s'est faite sous un grand sapin, tandis qu'à Moscou, il a fallu se rapprocher du Kremlin. Nous vous proposons pour finir le tour des feux d'artifice sur tous les continents. On commence par la Nouvelle-Zélande, rappelant que c'est bien Sydney qui a ouvert le bal des réveillons dans le monde. Page nécrologique à présent, le Gabon a perdu l'un de ses meilleurs joueurs. Déjà, Régis Hamon a succombé à une longue maladie. Rodney Ovono nous dresse son portrait. Après Guimbina, Azingo National vient à nouveau de perdre l'un de ses illustres représentants. Régis Manon n'est plus. L'ancien attaquant vedette de la sélection gabonaise est décédé des suites d'une longue maladie à l'âge de 52 ans. L'ancien international gabonais, fils de Paul Manon, a été l'un des meilleurs attaquants gabonais des années 1980 et 1990. Connu pour son explosivité et doté d'une frappe puissante, il était l'un des tauliers d'Azingo lors de la Coupe d'Afrique des Nations 96 en Afrique du Sud, qui a vu le Gabon se hisser en quart de finale. Régis Manon a évolué de 1983 à 1990 à Tours FC en France et s'est illustré avec le Football Canon 105 de Libreville entre 1993 et 1996. Après une brillante carrière de joueur, Régis Manon s'était reconverti et avait embrassé la carrière d'entraîneur. Il a notamment coaché le Canon 105 et le Akanda Football Club. Il s'agissait bien du décès de Régis Manon. Et puis nous allons boucler avec une information intéressante qui plaît. Il a été sauvé grâce au football et aujourd'hui il est honoré de la médaille de l'Empire britannique. Il s'appelle Eric Eugène Marangwa. C'est un athlète, c'est un joueur qui sensibilise à travers le football pour un Rwanda uni. Eric Eugène Marangwa était miraculé. L'ancien gardien de but de l'équipe nationale du Rwanda qui a reçu la médaille de l'Empire britannique est passé tout près de la mort. En avril 1994, alors que le génocide n'est qu'à ses débuts, des soldats Hutus pénètrent chez lui et s'apprêtent à l'abattre. Toto, comme il se faisait appeler, ne doit la vie sauve qu'à un soldat supporter du club Rayon Sport, formation dans laquelle jouait Marangwa au début de sa carrière. Une chance que n'auront certains de ses proches. En effet, il perdra 35 membres de sa famille dans le génocide. Un fait qui va le marquer et en 2010, il fonde l'association Football for Hope, Peace and Unity qui œuvre dans la sensibilisation à travers le football. Pour avoir eu la vie sauve grâce au sport qu'il pratiquait, Marangwa estime que la magie du football réside dans sa capacité à diluer les extrémismes et les haines. Institué en 1917 par Georges V,
Le Most Excellent Order of British Empire est attribué chaque année à près de 100 000 personnalités de la Grande-Bretagne, du Commonwealth et du monde entier. Voici qui termine notre journal ce soir. Je vous souhaite encore une fois une très bonne et heureuse année 2018. Très bonne santé en tout cas. Le reste, il va falloir se battre pour l'avoir. Merci beaucoup de votre aimable attention. Rendez-vous pour d'autres éditions à partir de demain. Au revoir.